Nous, on veut assumer la position, en posant cette question préalable, léninienne, on va dire, que faire? Donc, face à ça, que faire? Et effectivement, c'est une question qui a l'air qui ont l'air de se poser beaucoup de gilets jaunes. Voter, pas voter, voter pour qui, voter pourquoi, voilà. Nous, dès le départ, voter ou élire, c'est des débats. Donc, moi, nous, dès le départ, entre les gilets jaunes qui ont constitué le M17, c'est venu assez vite cette question de l'Union européenne, et on a vite eu une position qu'on assume, qui n'est pas une position qui fédère tout le monde, mais qu'on assumera jusqu'au bout, qui est le boycott. Je précise qu'en fait, on a connu Michel parce qu'on assumait cette position qu'eux, ils assument depuis longtemps. On se connaissait pas d'avant. En fait, voilà. Donc on s'est retrouvés par rapport à ça. C'est la première fois qu'on se voit, on peut le dire. En vrai, oui. En vrai. Alors moi, je bois tes conférences sur les articles 112 de la commission, mais... Donc, donc on l'assume jusqu'au bout, et on va essayer de donner pourquoi cette position. Donc, déjà, deux choses. C'est une position qu'on considère tactique. Donc, c'est pas une position dogmatique. C'est pas une question de... Partout, tout le temps, il faut pas voter. Partout, tout le temps, il faut boycotter. C'est vraiment une position tactique, en ce moment, dans le contexte, sur cette élection. Ce n'est pas une position de dire à chaque élection, on doit boycotter, etc. C'est pas une remise en cause de toutes les élections. Donc ça, c'est un préalable. Et le second préalable, c'est pas suffisant. Parce que dans les faits, un boycott, c'est une abstention. Donc nous, on l'appelle boycott. Pourquoi? Parce que c'est une dimension active des choses. Si vous abstenez d'acheter des produits, enfin voilà, si vous faites un boycott, c'est une dimension proactive, contrairement à une abstention qui peut être purement passive. Voilà. Donc, ce n'est pas suffisant, mais pour nous, c'est le premier marqueur d'une forme de refus et de résistance à l'Union européenne. Alors le contexte, pourquoi on a pris cette position assez vite et assez rapidement, et puis assez de manière, on va dire, dans le groupe qu'on était, assez facilement. Nous, ce qu'on considère, c'est, dès le départ, assez tôt, on considère que le mouvement Gilets jaunes est une nouvelle séquence dans la politique. Ce qui a émergé, ce que personne n'attendait, ce que personne, surtout, ce qu'aucune personne de l'oligarchie ne voulait, est arrivé. Et ça, pour nous, ça change les choses. On considère que l'agenda politique doit changer, la manière de faire de la politique doit changer. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu prendre acte, donc on apporte notre pierre avec le M17, etc. Cette séquence politique des Gilets jaunes, malgré la disparité qu'il peut y avoir au sein des Gilets jaunes, elle a quand même une unité. Elle a une unité qui va contre la dynamique néolibérale qui est en train de s'acharner sur les peuples, sur les gens qui produisent, sur les gens qui fabriquent la richesse nationale, la richesse globale. Donc, malgré tout, on peut trouver des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, etc. Il n'y a pas de gens libéraux chez les Gilets jaunes. Moi, j'ai vu beaucoup de Macron démission, j'ai vu peu de pancartes Macron en dérégulation, par exemple. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette dimension-là. Donc il y a une vraie dimension, malgré la disparité, et ça c'est la disparité des affinités politiques, des traditions politiques, des structures mentales qui peuvent être familiales, sociologiques. Il y a quand même, nous, ce qu'on a voulu, une unité, une dynamique qui est cohérente au sein des mouvements Gilets jaunes, qui va contre le néolibéralisme. Et ce néolibéralisme, pour nous, n'est pas une production de l'Union européenne. Il a produit l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est une tendance de fond dont l'Union européenne est une conséquence et donc est un mode de gouvernance qui va dans le sens du néolibéralisme. Autrement dit, il y a une tendance de fond économique néolibérale qui démarre, on va dire, à la fin des années 60, début 70, où le consensus, alors complet, mais le consensus capital-travail, qui est la société dont parlait tout à l'heure
Michel, le CNR, l'État gaulien, l'État stratège, etc., qui a permis les 30 glorieuses, de la croissance, l'augmentation des salaires, l'augmentation des biens, de la possibilité pour tout le monde d'avoir des biens de consommation, etc. Ce consensus-là a empêché la dynamique d'accumulation du capital pendant 30 ans. Les capitalistes ont voulu stopper ça et reprendre leur dû avec la phase néolibérale. Et c'est les 40 dernières années qu'on vit. La destruction de l'ancien consensus capital-travail. Le moyen de reprendre tout l'argent que ce consensus aurait pu les a empêchés de gagner. Et en face de ça, il y a un système de gouvernance qui s'est créé. Et ce système de gouvernance, c'est à l'échelle nationale, il ne faut pas se montrer la face, et c'est aussi à l'échelle européenne. Donc ce système de gouvernance, il est non antidémocratique, on l'a dit. Je pense que les arguments de Michel et la démonstration des faux pouvoirs de l'émanation populaire le démontrent, et il est technocratique. Autrement dit, vous avez affaire à des gens qui vous disent « mais ce sont des experts qui vont décider pour vous. Les gens de la Commission européenne, vous n'imaginez pas le niveau d'études qu'ils ont, le niveau de diplôme, le niveau d'expérience dans des cabinets, dans des entreprises privées, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas d'intérêt privé-public, attention, pas de souci. Donc, on passe, la société de l'expertise, c'est la société technocratique. Et en cela, on le voit bien, là, je parlais de propagande tout à l'heure, on le voit bien comment on a démontré, quand il y a eu un effet démocratique de l'Europe en 2005, je ne sais pas si tout le monde avait voté à cette époque-là, mais vous voyez, quand vous prenez une décision par référendum, qui est quand même le mode de décision de souveraineté populaire et nationale le plus, on va dire, le plus pur qui soit dans notre société représentative, eh bien on vous dit, ouais, non, c'était bien de vous faire voter, mais de là appliquer votre décision, parce que en fait, est-ce que vous êtes assez pertinent pour pouvoir voter ce genre de choses? Non, on va plutôt mettre des parlementaires, des experts qui vont le repasser. Ça me paraît plus légitime, quoi. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, ça, c'est la technocratie. Et ça s'oppose à la démocratie. À ce titre, le pouvoir parlementaire, comme l'a démontré Michel, n'a pas de prérogative réelle sur la prise, sur la dynamique globale, économique, sociale, etc. Il n'a aucune prise. C'est une fable complète. Comme tout un tas de fables que l'Union européenne rappelle. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, le néolibéralisme a amené la gouvernance antinationale et antipopulaire de l'Europe. Comme quand on vous dit « mais l'Europe, ça a apporté la paix », c'est la même chose. C'est la paix qui a apporté l'Europe. Et l'Europe se construit, c'est la phase de paix qui a permis l'Europe, la phase de consensus, comme j'expliquais tout à l'heure, capital-travail, qui a permis cette Europe. Parce qu'il y avait la paix, donc ils pouvaient s'entendre. L'Europe, en étant antidémocratique face à des nations qui sont encore fortes, des peuples qui veulent encore être souverains, et à ce titre, les Gilets jaunes le démontrent tous les jours. Et en ça, ça donne de l'oxygène, quoi. Ça fait plaisir de voir ça. Face à cette dynamique de souveraineté populaire encore forte, ils vont accentuer leur impérialisme et leur violence. Et ils amèneront à la guerre. Et ils veulent nous amener à la guerre. Et je vous invite à regarder le clip de campagne d'Emmanuel Macron, qui vous dit, aussi c'est passionnant, c'est aussi bien que les séances parlementaires. Mais vous avez un président dans la deuxième plus grande démocratie d'Europe, dont le slogan est « Vous n'avez pas le choix ». C'est-à-dire qu'il y a des conseillers en communication qui ont dit dans une élection dont on veut louer la démocratie, le slogan « Vous n'avez pas le choix » me paraît... C'est honnête. Ça a le mérite d'être honnête. C'est honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle vrai. Donc, à un moment donné, on vous dit, voilà, en fait, votre choix n'est pas un choix. Votre choix n'est pas un choix. Et si vous choisissez, soit vous allez vers le pire, et on vous en empêchera, et on voit le Brexit, etc. Ou alors on vous laissera faire, puis vous irez vraiment vers le pire, et puis après vous reviendrez vers nous. Voilà. Donc ce non-choix, le boycott, nous le refusons. Entre la peste et le choléra, on ne choisit pas.
C'est-à-dire que on veut bien choisir pour un choix, on veut bien exercer une souveraineté populaire pour quelque chose dont on peut avoir prise, pour avoir une action. C'est genre, soit on peut modifier les traités, etc. Je rappelle la phrase de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Il n'y a pas de remise en cause démocratique des traités européens. Je pense que c'est clair. Donc ce non-choix, dès le départ, nous avons dit que c'est un choix unique. Quand on n'a pas le choix, c'est un choix unique. Donc c'est vous approuvez ou vous vous taisez. Donc peu importe ce qui se passera à l'élection européenne, la dynamique continuera. Donc le boycott pour nous était le moyen de dire stop. Quitte à ce que ce soit symbolique, quitte à ce que l'agenda change, parce qu'on y croit vraiment avec les Gilets jaunes. L'agenda doit changer. Eh bien, personne n'aura de voix Gilets jaunes. En tout cas, pas les nôtres, au M17. Personne ne l'aura. Parce que je viens vous faire remarquer qu'aucun des partis qui se présentent n'a lui-même changé son agenda par rapport à la crise Gilets jaunes. Je vous rappelle qu'ils étaient en ordre de bataille, la campagne a commencé, le programme européen et leurs programmes nationaux n'ont pas changé d'un iota. Donc, quand ils vous disent les Gilets jaunes, c'est exceptionnel, non. On juge une réaction exceptionnelle par un acte exceptionnel. Si c'est pour dire c'est exceptionnel, mais je fais comme d'habitude, bah c'est que vous n'avez pas pris la mesure de l'exception. Pardon ? Il y a des soutiens. Ah oui, il y a des soutiens, mais ça reste de... Quand même du soutien, dès les premières heures. Sinon, vous leur dites, vous n'allez pas nous récupérer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'était ça, c'est de dire le soutien, comprendre, entendre, très bien. Mais quelle est la réponse ? Quelle est la réponse ? Enfin, c'est une critique, hein, qu'on assume. Quelle est la réponse du système normal, organisé, à cette situation exceptionnelle ? Eh bien, c'est le même agenda c'est le même agenda politique que s'il ne s'était rien passé. On serait en campagne européenne. Effectivement, on peut en discuter, effectivement. Et ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, avec des gens, avec des gens qui se sont, avec des gens qui non, mais attention, hein. Nous, c'est notre positionnement, on l'explique. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Il y a beaucoup de choses qui se font en disant c'est un référendum anti-Macron, etc. Non, justement, Macron fait partie de l'échiquier de cette gouvernance antidémocratique. Et à ce titre, si on se précipite sur les urnes européennes, on va peut-être faire perdre Macron, même si ça va être, à mon avis, compliqué, parce que je vous rappelle que Macron a fini premier en 2017, malgré 77%, 80% d'abstention, de participation. Donc, il a une base. La question de savoir s'il finira premier avec 18% ou premier avec 30%, c'est ça que l'abstention sur lequel elle va jouer. Mais sa liste, sa base électorale, et il y a beaucoup de gens qui vont se précipiter justement pour dire les gilets jaunes, ça va quoi, hein, vous voyez, les foulards rouges, il y a plus de chances qu'ils soient dynamiques dans les urnes que dans la rue. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est sa base, il l'aura, et elle fera soit 15% si on se disperse sur toutes les voies, ou elle fera 30% si tout le monde reste chez soi. Mais il sera quand même premier. La question est, il sera premier dans une course digne, avec l'assentiment populaire, avec une participation et une mise en avant de la souveraineté populaire, avec une adhésion de 80% au processus électoral, ou alors on dit dans une course truquée, il a qu'à courir tout seul. Il a qu'à courir tout seul. On prendra les questions après. Voilà, et donc voilà l'idée du boycott, voilà pourquoi elle existe. On va venir les questions après. Je voulais juste que notre intervention elle serve à ça, parce que si vous êtes allé sur notre site, vous le voyez, etc. Et il n'y a pas de stratégie derrière, il y a un argument, il y a une démonstration. Et voilà. Je vais laisser la parole à Ramzi et on pourra revenir sur ce sujet après. Merci.